Europe 1, 8h20, l'interview de Caroline Roux est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Caroline, Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et aux services. Bonjour Michel Barnier. Bonjour. Alors les consommateurs européens ont la nausée ce matin de la viande de cheval qui a transité par 4 pays européens et qui se retrouve étiquetée viande de bœuf dans des lasagnes. Je rappelle que vous êtes un ancien ministre de l'Agriculture. Est-ce qu'on est devant un scandale sanitaire européen ? À ma connaissance, il n'y a pas de problème de sécurité alimentaire, donc ne parlons pas de scandale sanitaire au moment où nous parlons. Mais c'est un scandale. Il faudra que la justice qui a été saisie soit impitoyable avec ceux qui ont commis ou cette tromperie ou cette fraude. Voilà, maintenant, il y a des leçons à tirer. Au-delà de la justice qui doit se prononcer pour sanctionner les éventuels coupables, les consommateurs ont le droit à la transparence, ils ont le droit à la vérité, ils ont le droit à la traçabilité. Ça fait longtemps qu'on le dit. Ils ont le droit à la qualité. Beaucoup de progrès ont été faits, notamment dans notre pays, y compris d'ailleurs sur les alertes sanitaires animales. Mais il y a des progrès à faire sur deux plans, de mon point de vue, au plan européen, puisque je m'exprime là comme commissaire européen, et c'est un de mes collègues, M. Borg, qui est en charge de la sécurité et de la consommation, avec les gouvernements, naturellement. Un, sur la traçabilité. Je pense qu'il faut aller plus loin pour dire aux consommateurs non seulement la nature de la viande qu'ils consomment, mais l'origine de cette viande, y compris sur des plats préparés ou des plats cuisinés. Et puis la deuxième leçon que moi je veux tirer comme commissaire chargé de la régulation financière, c'est qu'il y a derrière tout ça de la spéculation, il y a derrière tout ça de l'argent. Alors on découvre effectivement, c'est un abattoir roumain, il y a une usine luxembourgeoise, il y a un trader chypriote et un autre trader qui vient des Pays-Bas. C'est quoi? C'est de la spéculation sur des aliments? Derrière cette fraude ou cette tromperie, il y a une question d'argent, des gens qui veulent vendre de la viande de cheval qui coûte 30% moins cher pour de la viande de bœuf. C'est une question de profit sur le dos des consommateurs. Et voilà pourquoi c'est scandaleux. Donc je m'attaque à un sujet depuis assez longtemps maintenant, qui est celui de la spéculation croissante, de la financiarisation des marchés de matières premières ou de matières agricoles. Et je trouve ça scandaleux, parce qu'on sait très bien que derrière ces spéculations, il y a parfois des famines que l'on provoque ou que l'on laisse se développer dans les pays les plus pauvres. Vous dites scandaleux une deuxième fois, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait des gens qui ont envie de faire du business avec de la viande de cheval? La transparence sur ce qu'ils font. Et nous venons au Parlement européen d'adopter les dernières règles il y a quelques jours sur les produits dérivés. C'est le sujet majeur des marchés financiers, de la spéculation aussi. On va mettre de la lumière sur des gens qui n'aiment pas beaucoup la lumière. Alors, vous avez parlé de finances, on en vient à la réforme bancaire. Un projet de loi de réforme bancaire arrive au Parlement, à l'Assemblée nationale demain. L'idée, naturellement, est d'éviter que les États, donc les contribuables, soient obligés de payer pour les banques. Le reproche, c'est qu'il n'y aura pas, visiblement, de séparation totale des activités de crédit et de spéculation, comme l'avait défendu François Hollande dans sa campagne. Vous le regrettez ? Il y a des banques d'investissement qui font des opérations sur les marchés, parfois de la spéculation. Il y a des banques de détail qui travaillent pour les entreprises et les consommateurs. Parfois, il y a des banques qui font les deux. Et c'est le cas de grandes banques françaises ou européennes. Et toutes ces banques, quelle que soit leur nature, quelle que soit la diversité de ce qu'elles font, ont eu certains problèmes et d'autres n'en ont pas eu. Donc ne jetons pas un regard systématique. Moi, je veux séparer clairement la gestion des risques, protéger les clients, les épargnants et finalement les contribuables que les banques payent pour les banques. Mais est-ce que le texte qui est présenté par le gouvernement est à la hauteur ? C'est une première étape. Et moi, je prépare, avec le rapport que j'ai demandé à M. Liikanen, une réforme européenne qui devrait être compatible, plutôt dans laquelle devra s'insérer la réforme française ou la réforme allemande ou la réforme britannique qui est en cours. Nous allons devoir séparer la gestion des risques, la pondération de ces risques, la prévention de ces risques pour protéger les consommateurs. Ce n'est pas d'ailleurs la seule réponse que j'apporte. J'ai présenté 28 lois de régulation depuis 2 ans. Aucun marché, aucun produit, aucun acteur financier n'échappera à une régulation publique. Là aussi, je veux mettre, et nous mettons, de la traçabilité et de la transparence. On en vient au Conseil européen, une forme de douche froide pour les ambitions françaises avec un budget en baisse, alors que le président Hollande voulait réorienter l'Europe vers la croissance. C'est la rigueur qui l'a emporté ou c'est François Hollande qui a perdu dans le bras de fer face à Cameron et Merkel ? Une Europe forte n'a évidemment pas gagné, puisque ce budget est un compromis minimal. Le président Hollande est arrivé avec son ambition, que je partage. Il l'a d'ailleurs rappelé au Parlement européen il y a quelques jours, et j'étais présent. Il n'est pas tout seul.
Il y a 26 autres chefs d'État et certains voulaient absolument réduire, parce qu'ils n'ont pas la même vision que les Français ou que les Allemands du projet européen. Chacun est arrivé avec sa logique, des priorités. C'était une discussion nationale, enfin d'addition d'intérêts nationaux, chacun cherchant à dire ce qu'il avait apporté ou rapporté dans cet accord, plutôt une logique comptable qu'une logique d'ambition politique. Personnellement, je le regrette. Par rapport à la proposition que nous avions faite, nous, Commission européenne, on est très très largement en dessous. La politique agricole commune a été globalement préservée, même si ses crédits baissent. Le président de la République française a sauvegardé, avec l'aide de la Commission, le programme d'aide aux plus démunis, même s'il baisse. Franchement, j'espère que le Parlement européen, qui a une autre ambition du projet européen, pourra améliorer ce compromis. Améliorer ce compromis, le voter, ne pas le voter ? C'est sa responsabilité. En tout cas, les présidents de groupe ont dit qu'ils ne le voteraient pas en l'état, et donc il va y avoir une négociation avec les gouvernements pour améliorer ce budget européen qui, permettez-moi de le dire à nos auditeurs, ne représente qu'à peine 1% du PIB européen. Il manque d'ambition, ce budget européen. On dit toujours la solution à la désindustrialisation viendra de l'Europe. Là, on ne voit pas arriver d'investissements qui seraient de nature à relancer l'économie européenne. Le budget européen pourrait être augmenté non pas par des impôts nouveaux, mais en mutualisant davantage des dépenses nationales pour leur donner plus d'efficacité. C'est ce qu'on a fait pour la politique agricole commune depuis 40 ans. Et puis au-delà du budget, on pourrait avoir une autre ambition, par exemple celle d'avoir une politique industrielle européenne. Moi, je suis commissaire européen, je me bats à l'intérieur de la Commission avec plusieurs de mes collègues. Et ça fait des années que vous vous battez. Oui, mais nous nous sans battons succès pour l'instant. Et nous faisons bouger les lignes. On commence à parler, enfin, ce n'est plus un gros mot que de parler de politique industrielle à Bruxelles, alors, à condition que les gouvernements le soutiennent. Est-ce que c'est un gros mot ailleurs qu'en France de parler de l'euro-fort, hein? On a entendu le ministre de l'économie, puis le président pestait contre l'euro-fort. On se souvient aussi que c'était un combat porté par Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a une chance que la France soit entendue ? En tout cas, c'est bien qu'elle veuille porter ce débat au niveau où il doit être porté, celui du G20. C'est Nicolas Sarkozy qui, lorsque la France présidait le G20, a demandé que cette question de la stabilité monétaire ou de la guerre des monnaies, pour dire les choses plus simplement, soit portée au niveau de la gouvernance mondiale. Et il faut mener ce débat. Maintenant, ne transformons pas l'euro en bouc émissaire. L'euro a été parfois à 1,50 par rapport au dollar, à 0,80. Ça veut dire que les problèmes de la France, ce n'est pas simplement l'euro fort, c'est ça que vous nous dites. Ce que la France ne fera pas pour elle-même, s'agissant de sa compétitivité, s'agissant de ses exportations, s'agissant de la qualité de ses produits, s'agissant de son industrie, ce n'est pas les autres qui vont le faire pour nous. Et voilà pourquoi il faut du courage politique. Et je veux redire que le rapport de Louis Gallois, c'est clairement la route à suivre pour n'importe quel gouvernement de gauche, de droite ou du centre dans ce pays. On parle de Gao, du Mali. Il y a eu des mots très durs sur l'Europe d'un ancien ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, qui a dit que l'Europe avait été nulle sur le Mali. Il y a des tirs qui ont encore été entendus cette nuit avec une offensive des islamistes. Une 50aine de journalistes ont été évacués. Est-ce que l'Europe a été nulle ? À Gao, on voit bien que les menaces terroristes sont toujours là et donc il faut maintenir une présence, continuer à renforcer le soutien apporté aux troupes africaines et notamment aux troupes du Mali. L'Europe a été présente, donc je ne dirais pas qu'elle a été nulle, mais elle a été présente avec une politique de défense qui n'existe pas vraiment. On part de 27 pays, 27 traditions militaires différentes et donc il y a du matériel, il y a de l'argent pour soutenir la formation de l'armée qui vient des autres pays européens. L'Europe a pour l'instant une politique de défense qui mérite là aussi d'être renforcée. Si on croit que l'Europe n'est pas seulement un supermarché, mais doit être une puissance politique. Merci beaucoup à Michel Barnier, merci Caroline Roux. Demain, votre invité sera Michel Sapin. Michel Sapin sur Europe 1. Merci.